Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. Beaucoup de questions, encore plus de questions que d'habitude, parce que, comme le dirait Vincent Moscato, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. La première question, elle est de Vince. Bonjour Pierre, faut-il prêter beaucoup d'intention aux matchs amicaux? Oui et non. Quand les matchs amicaux sont tous réussis ou tous ratés et que la saison derrière elle est réussie ou ratée, on dit les matchs amicaux étaient révélateurs de la saison. Moi je me souviens de l'année où j'étais dirigeant au Stade de Reims, au premier match amical, on m'avait demandé ce que j'en pensais. J'avais dit, écoutez, à mon avis, on marquera pas beaucoup de buts, on n'en prendra pas beaucoup, et c'est vrai que c'est une tendance qui a été exacte toute la saison. L'année dernière, Marseille a perdu quasiment tous ses matchs amicaux et a fait quand même une très bonne saison. Donc voilà, c'est après ça dépend ce qu'on en fait des matchs amicaux, si on envoie l'équipe type, si on fait de larges revues d'effectifs, voilà, c'est un petit peu le problème de... Allez, Joey. C'est un petit peu voilà. C'est un peu une réponse de Normand, mais c'est vrai que il n'y a pas de règle. Vince, toujours. Peux-tu nous parler des favoris pour le poste des espoirs? Sabrina Mouchy, Jocelyn Gourennec, Julien Stéphan et Philippe Montagnier. Il faut en rajouter deux. Didier Deschamps, parce que je sais que à la Fédé, il y en a certains qui se disent que finalement il pourrait bien aussi lui faire le doublé. Hein, il n'y a pas que pour Mbappé. Il y a Thierry Henry aussi. Pour ce que je sais, effectivement, la liste est un peu celle qui est juste. Juste Julien Stéphan qui fait par l'inter de papa un lobbying forcené et qui a quand même extrêmement peu de chances d'avoir le poste. El Simmat me dit, contrairement à ce que nous croyions il y a quelques semaines, puisque quitte à le payer, autant le faire jouer, vu l'immense joueur qu'il est, penses-tu que Mbappé ne sera pas aligné samedi prochain contre Lorient? Comme le disent les rumeurs, vu qu'il est à l'écart du groupe. Penses-tu que cette situation rocambolesque puisse durer toute la saison, dans l'attente qu'il parte gratuitement en juin 2024? Je ne comprends pas la position du PSG, car Kylian reste avec son contrat et n'a juste pas levé l'option d'une année supplémentaire. Comment le joueur peut-il se priver des joueurs, surtout en vue d'un mercato pas très flamboyant? J'ai choisi cette question et vous verrez, il y en a d'autres sur le cas Mbappé parce que c'est quand même ce qui agite le plus le milieu du foot français. Je suis assez d'accord sur ce qui est dit. Hein. Le contrat qu'a Kylian, c'est le PSG qui lui a donné et il respecte son contrat. Hein. Lui, il est tout à fait prêt à jouer. Après... Est-ce qu'il y a quelque chose de choquant à voir un joueur qui a donné 6 ans de sa carrière, et quelle carrière, à un club libre au bout de 6 ans? Voilà. Après, je peux pas dire non plus que je ne comprenne pas la position du PSG si elle est convaincue qu'il y a déjà un accord entre le Real et le joueur. Mais on n'a pas fini d'en parler. Tchertov me dit... salut Pierrot, tout comme Daniel Riolo, tu passes ta vie à défendre Mbappé sous prétexte qu'il ne fait que respecter son contrat. Ne penses-tu pas qu'il est en train de se tuer médiatiquement? Je pense qu'effectivement, il y a des supporters forcenés du PSG qui ont vraiment un désamour pour lui. Après, tous ceux qui détestent le PSG doivent être ravis de ça. Donc voilà, et puis... Mbappé joue dans un club qui est incroyablement jalousé et détesté en France, et ça l'empêche pas d'être le footballeur préféré des Français parce qu'il y a l'équipe de France. Donc je pense que c'est l'équipe de France qui prime pour lui. Fan du FC Metz, j'aimerais ton avis sur la situation de Sochaux, Sedan, les décisions rendues 48 heures avant le début du championnat. Alors déjà, si les décisions sont rendues 48 heures avant la fin du championnat, c'est parce que les dossiers sont déposés très tard, eux aussi. Donc,
je me suis renseigné parce que j'ai été interpellé par pas mal de supporters de Sedan et puis de Sochaux ces derniers jours. Sochaux, le Sedan, c'est effectivement arrivé jusqu'au COMEX. Sochaux, c'est même pas arrivé jusqu'au COMEX puisque le conciliateur a confirmé l'avis du DNCG en disant que le dossier n'était pas recevable. Voilà, je pense que les garanties financières étaient peut-être trop aléatoires. Après, la théorie du complot de certains supporters, je pense que il y a personne en France qui peut avoir un quelconque plaisir à expédier des clubs aussi importants dans l'histoire du football français, dans les limbes du football amateur. C'est déjà arrivé à Bastia et à Strasbourg. On voit que Strasbourg s'en est très bien relevé et que Bastia est en train de très bien se relever. Donc voilà. Maintenant, il faut ravaler sa fierté, repartir de zéro et revenir. Loris 5432. Qu'est-ce que tu fais, toi? Loris 5432 me dit: salut, un penalty sifflé injustement en faveur de Saint-Étienne, un but refusé injustement aussi pour eux. Pourquoi la VAR n'a-t-elle pas encore introduite en Ligue 2? C'est une excellente question et je trouve que c'est assez scandaleux que la VAR ne soit pas encore... à partir du moment où tous les matchs sont diffusés en Ligue 2, je vois pas pourquoi il n'y a pas la VAR. Et je trouve ça d'une inéquité absolue, mais ça me permet aussi de dire que tous ceux qui disent que la VAR tue le football sont aussi les premiers à pleurer quand il y a une décision que la VAR n'est pas là pour la confirmer. Gégette me dit: bonjour Pierre, merci d'être présent pour commenter l'actualité foot et avec pertinence et objectivité. Votre absence des écrans est vraiment préjudiciable. Avec un peu de recul, comment allez-vous après les lourdes épreuves que vous avez traversées et quels sont vos projets futurs? Je vais très bien. Je vais très bien depuis le 26 avril, depuis que je suis à La Baule. Je suis parfaitement heureux. Ma femme travaille, fait la cuisine dans un restaurant. Je suis très fier d'elle. Voilà. Je vais à la piscine, je joue au poker, je promène mes chiens. Voilà. Et je fais mes vidéos pour Pierrot le foot et je travaille actuellement pour donner un petit peu plus d'ampleur à cette chaîne YouTube l'année prochaine, et c'est pour l'instant mon seul projet, puisque je le dis et je le répète, je ne suis pas candidat à un retour sur les écrans. Si quelqu'un vient me chercher, on parlera, mais c'est pas moi qui ferai la démarche en premier, parce que j'ai trop souffert. Micha me dit: sur ses premiers matchs amicaux en vue du début de championnat, parviens-tu à distiller une empreinte Enrique à Paris? Oui, la possession de balle, oui, clairement, la possession de balle, ça c'est un goût un peu personnel, je dirais parfois un peu jusqu'à l'excès, comme on a pu le voir lors de la dernière Coupe du Monde avec l'Espagne. Après, on peut pas trop juger les résultats parce que il y a eu une trop large revue d'effectifs, il n'y avait pas de recrues en attaque et on s'aperçoit finalement que le match où le PSG a débuté avec ce qui ressemblait le plus possible à une esquisse d'équipe type, et ben ça a fait un très très bon résultat et le PSG menait 1-0 contre l'Inter et il a fallu qu'il y ait des remplaçants qui rentrent pour que l'Inter gagne. Donc voilà, et puis le mercato Paris est pas fini, donc c'est un peu tôt pour juger Enrique. Tom Cousin me dit: bonjour Pierre, pensez-vous que l'OM fait une erreur en gardant Paul Lopez en gardien numéro 1? Moi j'ai jamais été fan de Paul Lopez, il y a eu une hype que j'ai trouvé assez étonnante avec lui à un moment qui, je pense, vient du fait que c'est juste parce que c'est le gardien de l'OM et que c'est donc forcément un des meilleurs gardiens du monde. Mais je trouve surtout qu'il a un temps de réaction assez faible et je suis effectivement pas convaincu et je pense que l'OM aurait pu recruter à ce poste-là.